Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Bonjour Betty Méran, Bonjour Fatine, bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs immigrants au Canada. Je suis ravie de t'accueillir. merci de m'accueillir. Betty, tu es socio-esthéticienne, massothérapeute et tu es aussi la fondatrice de Bi Socio-Esthétique, un projet dont le but est d'accompagner les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale dans une dimension holistique pour revaloriser l'estime de soi. Betty, nous allons parler bien évidemment de ton projet en détail, mais j'aimerais tout d'abord euh, rappeler que tu es installée à Montréal depuis 5 ans maintenant et que tu as découvert cette ville grâce à ta sœur qui habite au Canada depuis 17 ans. Donc, on va un petit peu parler de ton parcours de vie en tant qu'immigrante. Est-ce qu'on peut dire qu'en ayant un petit bout de ta famille au Canada, ton installation a été plus facile, ton intégration aussi? Ben, oui, c'est sûr. Surtout déjà d'un point de vue logistique, j'ai envie de dire, où quand tu arrives dans un nouveau pays, tu connais pas trop les quartiers, il faut te trouver un logement, il faut te trouver un emploi. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir un point d'attache, un bout de famille ici, j'ai pu, dans un premier temps, aller loger chez eux pour trouver ensuite tranquillement mon logement, un travail aussi, puis voir à peu près les quartiers qui me plaisaient, puis de ne pas être trop loin de mon travail. Donc, c'est sûr que oui, ça facilite énormément et puis ça rassure aussi, tu te sens moins étrangère dans ce nouveau pays. Claire. Est-ce que culturellement parlant, tu as dû revoir certaines habitudes pour mieux t'adapter au nouvel environnement, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Oui, c'est sûr. À partir du moment où tu arrives dans un nouveau pays, c'est forcément une nouvelle culture, donc il faut toujours un minimum d'adaptation. Après, c'est vrai que Montréal, ça parle français, donc déjà, c'est plus facile. Moi, j'ai trouvé ça, pour le coup, assez fluide, dans le sens où je trouve ici que c'est assez ouvert d'esprit. Le tutoiement aussi, je trouve que ça met déjà vachement à l'aise. Que ce soit personnel ou professionnel, je me suis plutôt adaptée facilement. Et alors, si on devait faire le bilan des 5 dernières années, oui, passées ici, comment est-ce que tu évaluerais ton expérience jusqu'ici? Positive, négative, mitigée? Non, vraiment positive, que ce soit personnel ou professionnel, mais surtout professionnel où j'ai vraiment vu une belle évolution. Donc, je suis assez fière de ça, que ce soit en termes d'immigration et aussi par rapport à mon projet. Où c'est Oui. vrai qu'au début, c'est vraiment pas, pour le coup, ça, c'est vraiment pas facile, où tu peux pas faire tout ce que tu veux, tu peux pas être entrepreneur tant que tu n'as pas la résidence. Donc, tu es quand même contrainte de faire des jobs que tu n'as pas forcément envie de faire, mais qu'il faut pour avoir tes papiers. Mais à côté de ça, le bilan est très, très positif. Ouais. Ok, lorsqu'on s'est vu la première fois, Betty, tu m'as confié que le charme avait vite opéré avec Montréal, que tu te sentais plus à ta place qu'en France. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce sentiment-là? Qu'est-ce qui t'a autant séduite dans cette ville pour décider finalement d'y rester? Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a un charme qui se dégage ici à Montréal. Où tout de suite, c'est ça, je me suis sentie vraiment à ma place. J'aime vraiment les grandes villes,
Mais j'aime beaucoup aussi la nature et je trouve que Montréal a vraiment les deux. Donc, je trouve ça génial. On peut quand même se créer une vie de quartier. L'été, je fais tout en vélo. Enfin, j'aime tout. En fait, on se sent. C'est des grands espaces, donc il y a un grand sentiment de liberté en fait qui se dégage à Montréal et cette mixité aussi culturelle. C'est c'est très ouvert d'esprit et forcément, dans tout ce mixage, on peut que se trouver une petite place. L'hiver, c'est quelque chose ici. Est-ce que tu as réussi à t'adapter rapidement? Ouais, ben, alors, pour le coup, cet hiver-là a été vraiment très difficile pour moi. C'est une des premières fois où j'ai vraiment j'ai comme subi l'hiver, mais les hivers précédents, Ça j'ai va. adoré parce qu'en plus, je fais beaucoup de sports d'hiver. Donc, on peut facilement faire des chalets, découvrir. Il y a plein d'activités aussi hivernales. Donc, non, j'aime ça aussi. Ouais. Ouais. Je rappelle juste qu'au début, tu es venu avec un PVT, comme tu viens de le rappeler. Tu as travaillé en tant que barista avant de devenir gérante d'un café. Puis, tu as pris goût au fait de manager, de prendre des décisions, de gérer ton temps. Donc, ça, c'est un poste qui t'a finalement plu. C'était donc un bel apprentissage pour ton projet entrepreneurial d'aujourd'hui, une belle occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les gens, un petit peu plus aussi sur toi et sur tes capacités. Euh, Quelles sont justement les qualités que tu t'es découvertes à travers cette job-là? Alors, des qualités, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a vraiment permis de prendre encore plus confiance en moi et savoir encore plus ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et j'ai vraiment aimé le fait de pouvoir gérer, en fait. Enfin, j'avais quand même mon patron qui était là, mais il me laissait beaucoup de liberté. Donc, il y a encore ce sentiment de liberté, en fait, qui revient, où c'est ça, je gérais le staff, les horaires, le stock. J'avais vraiment ce sentiment de faire un peu comme moi je le sens, comme moi j'ai envie. Et ça, j'aime beaucoup. Et d'où l'entrepreneuriat aussi derrière. Et, euh, et oui, cette confiance j'ai appris enfin, de l'idée un petit peu. Je connaissais pas ça de moi et ça m'a bien plu. Euh, une phrase que j'ai retenue lors de notre première rencontre, tu me disais qu'on t'avait donné ta chance comme on en donne souvent ici. Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase-là? Ben oui, moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand même, où ben notamment donc pour barista, où moi je suis arrivée ici, ben je connaissais rien au café, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc on m'a laissé ma chance, on m'a prise et puis ça a bien été. Puis au bout de quelques mois, on m'a proposé le poste de gérante, donc encore une fois voilà sans diplôme, sans expérience aucune avant ça. Et puis bah là récemment aussi à la fondation où ma gestionnaire on se connaissait parce que j'avais fait un peu de bénévolat avant, mais voilà, elle m'a appelée et puis elle m'a créé un poste. Elle m'a vraiment, encore une fois, on m'a donné ma chance, vraiment. Justement, on y vient. Donc, le temps est passé. Tu as eu ta résidence permanente et aujourd'hui, donc, tu travailles à la Fondation Virage pour les personnes atteintes de cancer, une fondation qui est autonome et qui est implantée dans le CHUM, dans le service de cancérologie, et dans laquelle tu pratiques ta spécialité qui est la socio-esthétique, un concept qui n'est pas vraiment connu ici. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit exactement et comment est-ce qu'on a finalement créé ce poste pour toi? Parle-moi aussi de l'occasion, comment c'est venu. C'est ça, donc je vais commencer donc, par ta dernière question. La création du poste, c'est que, comme je disais, j'ai fait pas mal de bénévolat à la fondation pour de la socio-esthétique. Et ma gestionnaire a vraiment validé cette discipline qu'elle ne connaissait pas parce que ce n'est pas connu ici. Et donc, c'est ça, elle m'a créé un poste pour que je sois à la fondation, puis introduire petit à petit la socio-esthétique. Et Et donc, donc, la deuxième question, je ne sais plus. la, la deuxième question, c'est qu'est-ce que c'est la socio-esthétique? Ouais. Alors, je vais essayer d'être assez concise parce que c'est assez
vaste, mais en soi, c'est vraiment, comme on a dit au début, c'est vraiment accompagner les personnes fragilisées, donc physiquement, psychiquement et ou socialement, pour, à travers l'outil de l'esthétique, pour revaloriser donc l'image de soi, l'estime de soi, donc forcément la confiance en soi, mais c'est aussi venir apaiser les douleurs, les angoisses, soulager les souffrances. C'est aussi recréer du lien si on est un petit peu en marge de la société, temporairement dans sa vie. Donc voilà, c'est assez vaste. Puis il y a aussi beaucoup à travailler pour pallier aux effets de certains traitements, notamment dans la cancérologie. Il y a beaucoup, beaucoup de prévention en fait et d'éducation à apporter. Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention, beaucoup de présence à donner. Mais il y a aussi de l'esthétique. Est-ce que tu peux nous parler d'une séance type? Comment est-ce que ça s'articule, une séance de socio-esthétique exactement? Il y a plusieurs soins à apporter. Donc, par exemple, avec une femme atteinte d'un cancer, donc il y a beaucoup à faire au niveau préventif, comme je disais. Donc, par exemple, on va faire un soin du visage, mais vraiment avec des produits adaptés à la peau qui est très altérée pendant cette période. On va venir aussi, dans le même temps, travailler sur comment entretenir son cuir chevelu quand on n'a plus de cheveux. On peut aussi, pendant le soin de visage, descendre sur le buste pour venir travailler sur la cicatrice s'il y a eu une ablation de sein. Donc, c'est très large, en fait. Mais par exemple, voilà, ma base, ça va être, par exemple, le soin de visage. Mais ça peut être aussi, on va faire soin des mains, soin des pieds avec pose de vernis parce qu'il y a beaucoup de protocoles aussi à apporter par rapport au cancer. Oui, oui. J'imagine, ça demande énormément de générosité, de don de soi, d'empathie aussi. Oui, mais on m'apporte aussi beaucoup. C'est vraiment un échange. Un échange, oui, j'imagine. Euh, et sinon, quels ont été tes plus grands défis en tant qu'entrepreneur, que ce soit en termes psychologiques ou en termes de contexte social? Quels ont été tes freins jusqu'ici? Bah, c'est sûr que psychologique, forcément, hein, ça demande beaucoup, surtout au début, il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de périodes de doute. Donc oui, forcément, il y a au niveau psychologique, je ne sais pas si c'est vraiment des freins, mais il y a beaucoup de questions, ça c'est sûr. Après, la Covid, oui, là, j'ai plusieurs freins parce que forcément, moi, c'est dans le milieu de la santé, c'est dans le milieu social, donc collectif. Donc, évidemment, là, c'est quelque peu impactant. Et en même temps, ça n'a pas été que négatif parce que c'est aussi grâce, entre guillemets, à la Covid où j'ai perdu mon emploi précédent. Puis là, j'ai eu juste pas le choix d'être dans mon introspection, justement, puis de me poser les bonnes questions, puis finalement me lancer dans mon projet. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, tu travailles avec la Fondation Virage et tu travailles pour ton propre compte sur ton projet personnel qui est bi-socio-esthétique, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu arrives à gérer ton temps entre les deux? Parce que ça, Pour le moment, comment? parce que ça aussi, ça représente un défi pour un entrepreneur de pouvoir gérer plusieurs choses à la fois. Oui, c'est un défi. Après, moi, j'aime ça parce que j'aime quand c'est très polyvalent, très diversifié. Donc, ça me plaît beaucoup. Après, oui, c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation parce que, bon, alors à la fondation, je suis 4 jours semaine. Pour le moment, voilà, je suis juste une journée à mon compte. Mais comme je propose je fais ça soit chez moi, soit chez la personne ou en structure. C'est plutôt par rapport à ça que ça demande beaucoup d'organisation par rapport à la distance, gérer mon temps. C'est plus par rapport à ça. Ouais. Ouais, ouais. Tu m'as confié, Betty, que le toucher a toujours été pour toi le meilleur moyen de calmer ton anxiété, tes angoisses depuis ton enfance. Et donc aujourd'hui, tu veux à ton tour tendre la main
conforter les personnes en souffrance physique, psychique ou sociale. Tu dis que c'est ta mission de vie, ta raison d'être, c'est toi, c'est ce qui te rend heureuse. D'ailleurs, tu as récemment posté une photo sur les réseaux sociaux où tu accompagnais une personne en fin de vie, une photo très touchante. Donc, tu accompagnais une personne en fin de vie où tu disais accompagner la personne en fin de vie, soulager la souffrance, aider à lâcher prise, c'est aussi cela la socio-esthétique. Cette dernière lutte qui peut être douloureuse, le toucher est un sens fondamental. C'est le premier que l'on ressent quand nous naissons et c'est le dernier que nous ressentons. Euh, voilà. Parle-nous de ce que ça représente pour toi, le toucher. Ben, c'est ça, si on reprend par rapport à cet exemple, je trouve que le toucher va être beaucoup plus significatif que des mots, en fait, tout simplement. Et je trouve que le toucher peut être, en tout cas pour ma part, très rassurant, réconfortant. Et je trouve que ça permet de lâcher prise et de partir plus en douceur. Tu as vécu comment cette expérience-là? Est-ce que c'était ta première en accompagnement de fin de vie? Alors non, c'était pas ma première, mais c'est toujours difficile. C'est quand même difficile. Après, c'est pour ça que j'aime aussi ce métier parce que c'est très diversifié. Et je ferai peut-être pas que ça parce que c'est quand même très lourd, mais je trouve que c'est quand même essentiel et beau aussi à la fois. Et je sais En pas fait, comment dire, mais j'imagine qu'on en ressort fort avec beaucoup d'enseignements sur la vie, sur la philosophie de vie, sur ce qu'on fait ici dans ce monde. complètement. C'est plein d'enseignements, je trouve. C'est vraiment, et ça demande énormément de courage, de bravoure, d'héroïsme. Vraiment, je te félicite. Je trouve que c'est vraiment courageux et héroïque. Merci. Simplement. Euh, alors, quelles sont tes perspectives de développement, Betty, pour Bi Socio-Esthétique? Alors, c'est encore un petit peu flou dans le sens où ça fait pas non plus très longtemps. C'est sûr que là, dans un court terme, j'aimerais beaucoup accroître encore, euh, peut-être passer à 2 journées et puis évoluer comme ça petit à petit. Après, c'est vrai que j'ai aussi un attachement profond pour la fondation, donc je voudrais pas non plus quitter complètement la fondation, mais peut-être arriver à un équilibre moitié-moitié, ça me plairait beaucoup. Donc ça, c'est vraiment mes objectifs dans les mois qui viennent. Et puis c'est sûr qu'après, mon idéal, ce serait vraiment de pouvoir transmettre, former, et puis que la socio-esthétique soit vraiment reconnue pleinement ici au Canada. Est-ce que tu es la seule à donner ce soin-là ici au Québec? Bah, à date, oui. Oui. Ben, je te souhaite vraiment beaucoup de reconnaissance parce que ça Merci. mérite d'être connu et reconnu. Euh, Quels seraient tes conseils, Betty Méran, pour les entrepreneurs immigrants au Canada qui voudraient peut-être se lancer en affaires parce que, bon, vu le parcours que tu as eu, tu représentes quand même une inspiration pour plein de Oh. personnes. Si tu pouvais nous donner peut-être quelles seraient pour toi les clés de réussite pour un entrepreneur immigrant au Canada? Euh, c'est compliqué comme question. Ça va être certainement un petit peu ce qu'ils auront déjà entendu certainement, mais enfin, c'est vraiment déjà comment dirais-je, si on a vraiment si on sait vraiment pourquoi on veut entreprendre, si on a vraiment une mission en nous, ça nous pousse. Enfin, il faut pas lâcher ça vraiment. Évidemment, l'entourage, hein, c'est capital, et voilà, jamais lâcher et oser, vraiment oser croire en ses rêves. Voilà. Bref, croire en soi, bien Oui. s'entourer, comme tu viens de dire. Super. Et sinon, quels sont les 3 enseignements clés de ton parcours à toi, si tu devais les résumer en 3 points?
Ben, moi, c'est un peu ce que je viens de dire. Vraiment, moi, c'est mon why, de pourquoi je veux faire ça. Ça m'a jamais lâché. C'est vraiment dans mes tripes. Puis c'est ça que je veux faire, puis pas autre chose. Donc, il faut y arriver. Il n'y a pas le choix. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vraiment, je fais un petit clin d'œil à mes coachs qui vraiment des fois, il suffit d'un tout petit coup de pouce pour lancer. J'avais besoin de ce petit déclic, vraiment. Donc ça a été vraiment pour moi essentiel dans mon lancement. Et puis, bah, comme j'ai dit, vraiment mon entourage où j'ai toujours un soutien infaillible. Mm. Betty Méran, juste une question que j'ai omis de te dire. Tu as suivi la formation Agora Alliance. Qu'est-ce que ça a apporté à ton parcours d'entrepreneur? Ben, c'est ça, ça a apporté beaucoup parce que je pense qu'il ne me manquait pas grand-chose pour me lancer, mais j'arrivais pas à passer Cap. Ouais, c'est ça. Et donc, ils m'ont vraiment aidé à ça. Et puis, euh, je connais mon travail, je connais mon métier, mais tout ce qui est entrepreneuriat, je connaissais pas vraiment. Finalement, on nous apprend pas trop ça. Et donc, ils ont répondu à beaucoup d'interrogations que j'avais. Puis, je sais que je les ai toujours là. Si jamais je me sens un petit peu perdue, je sais pas trop, bah, c'est très rassurant aussi de savoir qu'ils sont là. Super. Mais écoute, Betty Méran, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'étais ravie de faire ta connaissance et de connaître ce qu'est la socio-esthétique, pardon. Voilà, je te souhaite énormément de succès pour tes projets et à très bientôt. À bientôt. Bye bye.